sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Partie civile, un podcast Live for Paris. Ce podcast est dédié aux victimes qui ont perdu la vie le soir du 13 novembre 2015, à ceux qui ne pourront pas voir ce procès. Épisode 9. Réquisition, plaidoirie, verdict et appel. Deuxième partie. Ce que vous venez d'entendre en introduction de l'épisode, c'est l'article 353 du Code de procédure pénale, lu par Julien Quéré, conseiller à la Cour d'appel de Paris auprès du Premier Président, et notamment en charge de l'organisation du procès des attentats du 13 novembre 2015. Ce fameux article 353, le président de la Cour d'assises spécialement composée va le lire lui aussi, avant que la Cour ne se retire pour délibération. Ce texte n'est pas un serment, mais fait office d'instruction. Il sera affiché dans la salle de délibération. Pour rappel, avant d'arriver à cette étape du délibéré, il y a l'instruction du dossier avec les différents témoignages interrogatoires. C'était clairement la partie la plus longue de ce procès. Puis, la lecture des questions que se posera la Cour pendant le délibéré pour savoir si tel ou tel accusé est coupable des faits qu'on lui reproche. Après ce moment, c'est la clôture de l'instruction. Cela nous permet de poursuivre avec les plaidoiries des avocats de partie civile, les réquisitions des avocats généraux, ceux qui portent l'accusation au nom de la société, et les plaidoiries des avocats de la défense. La défense parle toujours, je le rappelle, en dernier. D'ailleurs, il y a avant la clôture des débats le dernier mot des accusés. Et enfin, le moment de la délibération. Mais comment cela se passe-t-il ? Qui participe ? Qui décide ? C'est Julien Quéré qui nous l'explique. La règle de qui participe au délibéré est assez claire, mais là encore, ce procès est différent dans la mesure où il s'agit d'une cour spécialement composée en matière de terrorisme. Cette cour, normalement, est composée du président et de 4 assesseurs. Donc, normalement, il y a 5 magistrats qui composent la cour spécialement composée. Très souvent, et là, c'est pas forcément une nouveauté, quand le procès est un peu long, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas une défaillance de l'un ou l'autre des magistrats de la cour, donc on rajoute parfois un magistrat supplémentaire. C'est rare d'aller au-delà. Là, ce procès du 13 novembre était tellement long en termes de durée, plusieurs mois d'audience, et dans un contexte épidémique que tout le monde connaît avec le Covid, le Premier Président a décidé de désigner 4 assesseurs supplémentaires. La règle veut que quand on part en délibéré, on part aussi avec les assesseurs supplémentaires. Pourquoi ? Parce qu'il peut aussi y avoir une défaillance au dernier moment, pendant même le délibéré, d'un assesseur titulaire. Donc, en l'espèce, sur ce procès, les 9 magistrats du siège que compose la cour d'assises vont se retirer pour délibérer, avec une règle malgré tout qui est particulière, c'est que les assesseurs supplémentaires, donc les 4 qui sont à chaque extrémité, n'ont pas le droit de prendre la parole et n'ont pas le droit de vote. Ce sont uniquement le président et les 4 assesseurs titulaires qui prendront la parole et voteront. En matière, pareil, là, de cour d'assises spécialement composée, la règle de vote, c'est la majorité simple. L'accusé un tel est-il coupable de ? Il y a un vote sur chaque infraction, donc sur chaque question. Il y a un vote à bulletin secret avec une urne, et à partir du moment où il y a 3 votes pour, c'est la majorité simple qui l'emporte. Alors, on a compris que les 4 assesseurs suppléants qui ont assisté à l'intégralité du procès peuvent remplacer si nécessaire les autres magistrats assesseurs. Mais que se passe-t-il si c'est le président de la Cour, le chef des juges, qui, on ne lui souhaite pas, a un grave problème ? Là encore, c'est là qu'on se rend compte que c'est un procès particulier. C'est que vous l'avez peut-être vu aux couleurs des robes, notamment, de cette cour d'assises spécialement composée. Il y a le président en titre, Jean-Louis Perriès, qui est assisté. Normalement, c'est de 4 assesseurs. 4 assesseurs qui peuvent être des magistrats classiques. Là, il est entouré de Frédérique Aline, qui est normalement présidente d'assises, qui elle aussi a eu un temps de préparation important avec Jean-Louis Perriès, un temps de préparation du dossier. Donc l'idée c'était quoi ? C'était, imaginons une défaillance du président, c'est vrai que ça peut arriver. Si ça avait été le Covid, simplement en termes d'isolement, je pense qu'on aurait suspendu le procès comme on le fait pour les accusés. Mais il faut penser à tout, et ça peut être aussi un accident de voiture,
un accident de la vie, quoi. Et donc, ce qui était prévu, c'est que c'était Frédéric Aline qui prenne le relais. Et dans ce cas-là, il y a un assesseur supplémentaire qui arrivera en titulaire, mais on aurait de toute façon eu un président d'assises qui peut tenir les débats. Ce dossier est tellement particulier qu'il y a une deuxième assesseure qui est là aussi en robe rouge et qui est une ancienne présidente d'assises. Alors elle n'aurait pas pu suppléer le président parce qu'elle est désormais magistrate honoraire et donc juridiquement et procéduralement c'est pas possible qu'elle assure les pouvoirs du président. Mais en termes de pratique et de compétences et d'expérience, on a vraiment beaucoup d'années d'expérience sur cette composition de la Cour. Une des particularités aussi d'une cour d'assises spécialement composée, c'est qu'ils peuvent emmener avec eux en délibéré le dossier, ce qui n'est pas le cas dans les autres cours d'assises de droit commun où les assesseurs et les jurés populaires ne peuvent avoir que leurs notes prises lors du débat, car la justice en France, c'est d'abord l'oralité du débat. On peut imaginer que partir avec, dans ce cas-là, les 550 tomes du dossier numérisé sur ordinateur avec soi, permettra à la Cour de s'appuyer sur cet immense dossier pour alimenter les différents débats qu'ils pourraient encore avoir sur certaines questions, les fameuses auxquelles ils devront répondre. Mais ce délibéré, combien de temps va-t-il durer ? Est-ce que cela se passe comme dans les films ? Sont-ils enfermés dans une salle du palais sans pouvoir en sortir ? La réponse, évidemment, c'est le conseiller à la Cour d'appel de Paris auprès du premier résident qui nous la donne. Donc ça, c'est bien évidemment à la main du président et en fonction des débats qui auront lieu pendant le délibéré. Après, ils ont tous une certaine expérience et en l'état de ce que j'en sais, et en tout cas de ce qu'on me demande d'organiser, on est parti sur 3 jours et 2 nuits de délibéré. Le délibéré, c'est vraiment un moment où la Cour se retire, elle est un peu coupée du monde, même complètement coupée du monde. Bon, ils restent ensemble et ils ne rentrent pas chez eux le soir. Il a fallu trouver un lieu qui soit suffisamment discret, secret et sécurisé pour permettre à la Cour de se retirer, bien évidemment de dormir. Hein. Je peux vous dire que là, en l'état, on a prévu 2 nuits et 3 jours. Si le président Périès, en passant par le greffe, nous fait comprendre qu'il faut que ça dure plus longtemps, parce que les débats non pas s'éternisent, mais les débats sont plus longs qu'initialement prévus, on en informera tout le monde et peut-être que ça sera le lendemain. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui l'heure, par exemple, du délibéré de ce procès. On ne sait donc pas quand aura lieu exactement le verdict. Dans le cas de ce procès où sont jugés 20 accusés, où il y a plus de 2400 parties civiles, plus de 350 avocats, un service de sécurité dantesque, des centaines de journalistes selon les jours, mais certainement pour le verdict, comment faire en sorte que personne, et notamment les parties civiles, ne puisse louper ce dénouement attendu de tous ? C'est pour ça que c'est pas tout à fait un procès comme les autres. Ce qui se passe assez habituellement sur les procès classiques, c'est que la Cour se retire, la greffière, le greffier récupère les numéros de téléphone de tous les avocats et les avocats contactent les parties civiles. Donc on passe un petit coup de fil 1 heure avant parce que le président a transmis une information disant on arrive dans 1 heure, 1 heure et demie. Sur ce procès, vous l'avez dit, l'organisation est telle qu'on ne pourra pas se permettre ce type de pratique. Donc on va se fixer, je pense que le président, avant de se retirer, donnera 1 heure indicative. Et on fera en sorte soit de s'y tenir, et on informera de toute façon tout le monde de l'avancée du délibéré. Il n'est pas impossible qu'il donne 1 heure de délibéré, je vous dis n'importe quoi, mais 17 heures en pensant qu'il aura fini à 13 heures. Et dans ce cas-là, s'il a dit 17 heures, ils attendront avant, ils peaufineront la motivation. Enfin, on a de toute façon du travail, un président a vraiment du travail à réaliser, donc il attendra l'heure qu'il avait annoncée. Donc il n'y aura pas de délibéré qui sera rendu en catimini 3 heures avant l'heure annoncée. Sur ce type de procès aussi, on souhaite éviter les délibérés rendus en pleine nuit ou le samedi ou le dimanche, bien entendu. Donc c'est aussi ça qui est important dans le planning. Julien Quéré a précisé que le président allait motiver les décisions de la Cour pour le verdict. Mais de quoi s'agit-il ? Je suis allé voir mon avocat, Julien Dandurin, qui représente également d'autres parties civiles dans ce procès, pour répondre à cette question. Il y a une exigence de motivation, des décisions, même des arrêts d'assises, ce qui n'était pas le cas avant, notamment parce qu'il y avait un problème avec les jurés populaires. On estimait que c'était pas motivable, mais la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il fallait le faire quand même. Mais la motivation, en fait, ce sont les réponses à la liste de questions, des questions qui seront posées à la Cour. Donc la lecture du jugement, ça va être la lecture des questions et des réponses à telle question, à savoir est-ce que Salah Abdeslam est coupable d'avoir été auteur de telle infraction. La réponse de la Cour est oui ou non. Et ensuite, les peines qui en découlent et qu'ils ont décidé entre eux. Les peines. Le verdict dira pour chaque accusé et pour chaque infraction qui leur sont reprochées, avec motivation, s'ils sont coupables ou acquittés de la dite infraction. Et pour chaque infraction, il y a un quantum de peine qui est appliqué en fonction de l'infraction, mais aussi de la personnalité de l'accusé. Le quantum de peine, c'est la durée de la peine privative de liberté. Et ces peines peuvent exister de plein de façons. Alors nous avons vu dans l'épisode précédent
qu'il y a 3 types de peines dans ce procès qui sont encourues par les accusés. La réclusion criminelle à perpétuité, 20 ans de réclusion criminelle et 6 ans de réclusion criminelle. Pour mieux comprendre tout cela, j'ai rencontré l'avocate Jennifer Guéraud pour tenter de démêler les nœuds au cerveau que je me suis fait en essayant de saisir toutes les règles et subtilités qui régissent les peines de prison. Mais avant cela, elle revient pour nous sur l'enjeu du verdict et ma question en creux, est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais verdict ? Et du coup, j'ai suivi ce procès pendant 10 mois. Enfin, bientôt 10 mois. L'enjeu du verdict, le premier, c'est de sanctionner un comportement qui est prohibé. Ensuite, c'est de personnaliser la peine. C'est comme ça que fonctionne notre système pénal. C'est on regarde si l'infraction, elle est commise ou pas. À ce moment-là, si elle est commise, on va condamner et on se pose la question, à quoi on va condamner cette personne ? Et c'est là qu'on parle de la personnalisation de la peine, parce qu'on ne va pas condamner des personnes différentes de la même manière, à la même peine, pour un même fait. Et ensuite, il faut aussi penser à la notion de réinsertion. Il faut penser à l'avenir, parce qu'il ne faut pas qu'il recommence. Il ne faut pas qu'on le retrouve tous les 3 ans devant une cour d'assises ou un tribunal. Et puis, il faut se poser la question de pourquoi on en est arrivé là, et d'essayer d'éviter tout ça, et de repartir sur, j'ai envie de dire, une meilleure voie. Du coup, est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais verdict ? Je pense que ça, c'est une question de morale. C'est pas une question de justice. Du moment que le verdict, il est rendu en vertu des règles du pays, de la République, de la démocratie, de ce qui a été choisi, c'est un bon verdict. Les accusés, via leurs avocats, et le PNAT, c'est-à-dire le parquet national antiterroriste, mais aussi le parquet général, pourront faire appel de ce verdict. On y reviendra dans le prochain épisode. Pour l'instant, on fait le point avec Maître Guéraud sur les peines que risquent de faire les accusés et la règle de la période de sûreté. Alors, sur les peines qui peuvent être prononcées envers les accusés, il y aura évidemment des peines différentes, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est le principe de la personnalisation de la peine. Il y en a plein qui sont envoyés pour les mêmes infractions, qui encourent du coup les mêmes peines, mais on a vu tout au long des débats que les implications ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est aussi ça qui va faire que le quantum de la peine va varier. Ça, plus qui ils sont, comment ils se sont comportés à l'audience, le travail qu'ils ont fait depuis 6 ans. Tout ce qu'on a vu pendant ces 10 mois de procès. Dans le cadre de la peine, sur les réclusions criminelles, c'est-à-dire toutes les condamnations au-delà de 10 ans d'emprisonnement pour des crimes, il y a une période de sûreté. La période de sûreté, c'est la période, en fait, pendant laquelle on ne va pas appliquer tout ce qui va être crédit de réduction de peine, toutes les possibilités de demande d'aménagement, de permission de sortie, tout ça. Pendant cette période-là, c'est une période incompressible. Le condamné ne peut pas user de ses droits. Normalement, la période de sûreté légale, c'est la moitié de la peine à laquelle on a été condamné. Donc, pour 20 ans de réclusion criminelle, la période de sûreté est de 10 ans. Pour 12, de 6 ans, ainsi de suite. Les magistrats, c'est-à-dire les juges, peuvent la moduler à la baisse ou à la hausse. Après cette période de sûreté, il est possible de demander un aménagement de peine. Cela fait toujours partie de la peine et demander ne veut pas dire obtenir. Toujours après cette période de sûreté, il est possible d'obtenir des crédits de réduction de peine. Il y en a 2 types. Ceux dits automatiques, par exemple pour 3 ans condamnés, on enlève 3 mois la première année puis 2 mois par année supplémentaire. Cela veut dire que pour 3 ans condamnés, c'est finalement 2 ans et 5 mois qui seront passés en prison. L'autre cas, c'est les réductions de peine spéciales. Une commission se réunit tous les 3 à 6 mois avec un juge d'application des peines pour savoir si l'on octroie des jours supplémentaires de réduction de peine. Bien entendu, tous ces crédits de réduction de peine sautent si le détenu a des mesures disciplinaires à son encontre dans le cadre de sa détention. Mais alors quand on parle de perpétuité, de passer sa vie en prison, est-ce que ce cas de figure existe réellement ? Peut-on vraiment prendre perpète ? Alors oui, dans certains cas très spécifiques, et dans le procès des attentats du 13 novembre 2015, cette peine plane au-dessus de la tête de certains accusés. La qualification en question, c'est tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Alors, aucun des accusés présents dans le box n'a tiré sur des policiers le soir du 13 novembre 2015, mais plusieurs sont poursuivis pour complicité, 10 en l'occurrence, et un, Salah Abdeslam, en tant que coauteur, et donc par ricochet avec l'AMT, c'est-à-dire l'association de malfaiteurs terroristes pour lequel ils sont également poursuivis, ils peuvent être considérés comme responsables au même titre que les 3 terroristes du Bataclan décédés qui, eux, ont tiré sur la police. La prison à vie. Ne jamais en sortir. C'est assez abyssal quand on y pense. Existe-t-il cependant un espoir pour le condamné ? Évidemment, il existe toujours des recours.
C'est-à-dire que même si la cour d'assises spécialement composée prononce une perpétuité avec une période de sûreté réelle, perpétuité réelle. Une fois qu'il sera condamné définitivement, rien n'empêche Salah Abdeslam de saisir une juridiction pour demander à ce qu'on revoie la période de sûreté qui a été prononcée. Cependant, cette possibilité-là, elle lui sera ouverte qu'après 30 ans d'exécution. Il faudra donc, dans le cas d'une perpétuité réelle, attendre 30 ans avant de demander de revenir sur cette période de sûreté qui permettrait au condamné de voir, peut-être, sa peine aménagée par la suite. Mais qui décide des aménagements de peine et quelle forme cela peut-il prendre ? C'est toujours l'avocate Jennifer Guéraud qui répond pour nous à cette question. Une fois qu'on est condamné, pour exercer toutes les voies de demande d'aménagement, de modification, de condamnation, tout ça, on a le juge de l'application des peines. Tribunal de l'application des peines. Au niveau de la cour d'appel, on a la chambre d'application des peines, quand on fait appel des décisions. Donc on l'appelle le JAP. Et à ce moment-là, le JAP, il a à connaître soit des inexécutions ou des difficultés d'exécution, soit de demandes d'aménagement. Et c'est à lui qu'on s'adresse directement. En matière terroriste, c'est Paris qui est compétent. Donc en matière d'application des peines terreau, ce sera le juge d'application des peines de Paris qui sera compétent. Et notamment aussi, puisqu'il y aura toujours une intervention du procureur de la République, et en l'occurrence du parquet général antiterroriste. Dans le cadre des exécutions, on va avoir le placement extérieur qui va être le moins astreignant, c'est-à-dire on ne sera pas relié par un bracelet, on aura juste des contrôles réguliers, avec des horaires à respecter et d'autres obligations. Ensuite, on a la surveillance électronique, donc le port du bracelet. Là, il y a des autorisations de sortie sur des plages horaires, en fonction du travail ou pas, des rendez-vous médicaux, des choses comme ça. Si jamais il y a des incidents, il y a un premier appel à l'ordre. Et puis si ça continue et qu'on est dans le cadre d'une exécution de peine, le juge de l'application des peines peut être saisi et il peut y avoir une révocation et donc une réincarcération. Le placement extérieur, le bracelet électronique sont des aménagements de peine qui existent de manière générale. Mais il y a 2 autres mesures particulières qui peuvent être appliquées dans le cadre d'une condamnation en lien avec le terrorisme. La première, c'est la rétention de sûreté, à ne pas confondre avec la période de sûreté. Alors je sais, je vous avais prévenu, ça fait des nœuds au cerveau. La rétention de sûreté, c'est la possibilité de maintenir en détention une personne qui a purgé sa peine, qui devrait pouvoir normalement sortir de prison parce qu'il a payé sa dette auprès de la société. Alors pourquoi le garde-t-on plus longtemps ? Parce que l'on estime, via des rapports psychiatriques, psychologiques, que cette personne est dangereuse. Elle peut donc rester jusqu'à 5 années supplémentaires en détention, avec un point tous les ans pour savoir si on peut ou non la libérer. Bien entendu, l'idée est de mettre en œuvre pendant ce laps de temps tout ce qui est nécessaire pour préparer le détenu à sa libération. On revient sur l'autre mesure particulière avec Maître Guéraud. En matière de terrorisme, il y a une autre mesure qui existe. C'est la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de la réinsertion, qui va s'inscrire sur la même idée qu'on a de la rétention de sûreté, mais qui va être vraiment spécifique aux auteurs condamnés pour des actes de terrorisme. C'est-à-dire qu'à l'issue de leur peine, quand ils vont faire les demandes d'aménagement, justement, comme on expliquait, le parquet national antiterroriste peut saisir seulement le juge de l'application des peines de Paris, ce qui signifie qu'en fait, on considère que le condamné, en fonction de son comportement pendant sa détention ou par rapport aux faits auxquels il a été condamné, a une certaine adhésion idéologique à des courants qui sont potentiellement dangereux pour la société et que si jamais il ressort, il ne s'est pas détaché de ces courants-là et de ces idées idéologiques et donc du coup on a un risque de récidive, notamment en matière terroriste. Et donc on va mettre en place des surveillances, des moyens psychologiques, sociaux, sanitaires pour essayer, et c'est un terme qui est repris dans les circulaires et les textes de loi, on va l'éduquer aux valeurs de la République et de la démocratie. Et cette mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de la réinsertion peut intervenir après la rétention de sûreté. J'ai quand même l'impression que si on ne veut pas qu'un condamné dans le cadre d'une affaire terroriste sorte, il y a plusieurs façons de le garder en prison, ou du moins de prolonger son séjour. Mais que se passe-t-il quand l'accusé est reconnu innocent, ou que sa peine est couverte par la détention provisoire qu'il a pu faire en attente de son procès ? Sort-il par une petite porte sur le côté du box en saluant ses camarades ? Alors spoiler, il n'y a pas de petite porte sur le côté du box. Plusieurs cas de figure cependant. Un accusé est acquitté. S'il comparaît libre, il repart libre. S'il était en détention provisoire, il repasse par la case prison, mais pour faire sa levée d'écrou et récupérer ses affaires pour pouvoir sortir. Si sa peine est couverte par sa détention provisoire, même parcours. Dans le cas où l'accusé a un acquittement total, pas une seule peine, même pas du sursis, il peut lancer une procédure pour une indemnisation de détention. Par contre,
Si l'accusé a une peine bien plus faible que sa détention provisoire, par exemple 2 ans, et qu'il est resté 6 ans en prison en attente de son procès, eh bien il n'a droit à rien. Et ça ne lui donne pas des années bonus pour de futures infractions si la mauvaise idée lui prenait. Une dernière chose, ou presque, avant la fin de cet épisode. Dans le jugement qu'aura à faire la cour d'assises spécialement composée, la récidive est prise en compte, même si cela fait partie d'une peine prononcée en Belgique et qui n'a pas de lien avec le terrorisme. Et si j'en parle, c'est parce qu'un accusé risque la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans parce qu'il a été condamné en Belgique pour une affaire de stupéfiants. Mais d'ailleurs, comment cela se passe quand des personnes sont poursuivies dans 2 pays différents ? C'est le cas de certains qui seront jugés pour les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 ou d'autres en appel dans le procès des attentats du Thalys du 21 août 2015. Est-ce que les peines s'additionnent comme aux États-Unis et ils pourraient faire 350 ans de prison ? Où vont-ils aller d'ailleurs en prison ? La question de droit pénal comparé franco-belge, c'est que sur les condamnations, il va falloir regarder dans un premier temps quelle condamnation deviendra définitive en premier. Est-ce que c'est en Belgique ? Est-ce que c'est en France ? Pourquoi ? Parce que les règles en Belgique et en France ne sont pas les mêmes. Il y en a certaines qui vont s'appliquer en France, d'autres pas en Belgique. On a parlé de plusieurs condamnations. Il va y avoir une condamnation en Belgique ou 2 et au moins une condamnation en France. Il existe en France un principe qu'on appelle la confusion de peine. La confusion de peine, elle peut être automatique lorsqu'on parle d'un concours réel d'infractions. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on est renvoyé devant un tribunal pour un certain nombre d'infractions listées et que la somme des peines encourues pour toutes ces infractions va, par exemple, au-delà du maximum de ce qui est prévu pour une des infractions. À ce moment-là, on va dire qu'on ne peut pas condamner la personne pour plus que ce qu'elle encourt au maximum sur une infraction la plus importante. Par contre, il y a, et ça arrive assez souvent, pour une personne de se faire condamner par plusieurs tribunaux différents dans une même période de temps. Et il existe des situations dans lesquelles on peut demander à la dernière juridiction qui a condamné de faire une confusion entre plusieurs peines qui ont été prononcées par des tribunaux différents. Cette confusion, elle est facultative, c'est le tribunal qui décide de leur donner ou pas, et puis elle peut être totale ou partielle. En Belgique, dans la matière qui nous intéresse et pour les condamnations qui vont peut-être intervenir, ce n'est pas possible. En France, ce serait possible. C'est pour ça qu'il faut savoir que si c'est la Belgique qui devient définitif en dernier en termes de condamnation, ce ne sera pas du tout envisageable. Si par contre, la dernière juridiction qui a condamné, c'est en France, on pourrait demander la confusion en France. Alors, je dis on pourrait, pourquoi ? Parce qu'il faudrait déjà que le juge l'accepte. Et puis surtout, il faudrait que la Belgique reconnaisse la confusion réalisée en France avec la peine belge. Ce qui n'est absolument pas acquis. Et donc du coup, on est dans un flou total parce qu'il n'y a aucune imposition de règles. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une exécution dans un pays et à l'issue d'une première exécution, on essaiera de le faire transférer pour continuer l'exécution de l'autre peine. On peut estimer que la confusion de peine entre la France et la Belgique est loin d'être gagnée, surtout qu'elle ne s'applique pas en matière de récidive. Par contre, pour l'ensemble des peines encourues dans un même procès, c'est la peine la plus lourde qui sera effectuée. Et en ce qui concerne le lieu des détentions des condamnés entre la France et la Belgique, eh bien cela reste une bonne question. Il existe un dernier dispositif qui ne fait pas partie de la peine et qui nécessite l'accord et la volonté des 2 parties. C'est la justice restaurative. 2 mots qui interpellent. La justice restaurative, c'est un principe assez récent. C'est un processus qui est plutôt anglo-saxon, qui a été mis en place de manière assez importante au Canada. Ça peut être pré-sententiel ou post-sententiel. Ça veut dire qu'on peut mettre en place avant jugement ou après jugement, même si aujourd'hui, c'est quand même plus intéressant après jugement. Surtout qu'en fait, la justice restaurative, c'est quoi ? C'est une possibilité qui est offerte tant aux victimes qu'aux auteurs de se rencontrer, d'échanger, de parler de ce qui s'est passé dans un cadre extrêmement structuré, sécurisant et bienveillant. Quand on est en pré-sententiel, on va plutôt mettre en relation des victimes ou des auteurs de dossiers différents, sur des infractions de même nature, mais de dossiers différents. Maintenant, en post-sententiel, c'est un peu différent puisque la personne a été condamnée et on peut avoir une volonté d'un côté comme de l'autre. On est là pour échanger. Cette idée de justice restaurative, d'avancer un petit peu au niveau psychologique, réflexion, comment on peut éviter les récidives, comment on peut favoriser la réinsertion, comment on peut aider aussi une victime à avancer et à dépasser ce statut-là, parce qu'il y a les 2 côtés. Malheureusement, dans un procès pénal, on parle beaucoup de l'accusé. Les victimes sont un peu moins considérées, mais c'est la construction de notre système qui fait ça. Et du coup, dans le monde anglo-saxon, c'est un peu différent aussi. Dans le prochain épisode,
on parlera de l'appel. Qu'est-ce qu'un procès en appel ? Qui peut faire appel ? Pourquoi faire appel ? Et ce procès, quand aura-t-il lieu ? Et le pourvoi en cassation, qu'est-ce donc ? Pour clore cet épisode, je souhaite partager avec vous les mots de Marc Trévidic, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, au pôle antiterrorisme de 2006 jusqu'à août 2015. Il a été entendu en tant que témoin le 2 mai 2022 lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. Il dit, je cite, « La justice, c'est l'art de l'équilibre. Il faut savoir punir justement. » Ce podcast est destiné à toutes les victimes de la nuit du 13 novembre 2015, rescapés et proches de victimes, aidants professionnels et non professionnels. Mais aussi à toutes les personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement de la justice en France et sur la construction de la mémoire après le jugement. Partie civile, un podcast de l'association Life for Paris, écrit et réalisé par Seb Lascou. Cet épisode a pu être réalisé grâce à la participation de maître Jennifer Guéraud, maître Julien Dandurin et Julien Quéré, conseiller, chargé de mission à la première présidence de la Cour d'appel de Paris. Interview menée par Cécile Bobil et Seb Lascou. Découpage des interviews, Clara Bobil. Production, Léa Bobil. Chargée de production, Cécile Bobil. Toutes les musiques viennent de la plateforme CDM Music Library.